Wonderbar, Wonderbar, Wonderbar. Attendez, parce que première erreur, j'ai pas créé de cam pour moi tout seul. Attendez, j'arrive. Ouais, on est là. Attendez. Hop, hop. Waouh, en cam zoomé, c'est quand même super moche, hein. Non, vous savez quoi, pour les premiers là, je vais installer. Ah, vous allez être spoiler, c'est bon. Voilà, ça c'est mieux. On est mieux mis. Là, ça fait un peu vide, mais il y aura l'écran. Là, là. Voilà, comment vous allez tous? Là, vous êtes deux actuellement. Mais voilà, comment vous allez tous? Putain, j'ai un appel. Ah! Je me permets, tant que vous êtes que deux. Salut Jérôme! Est-ce que je me permets ou pas? Ou est-ce que je reste pro? Ah, attendez. Je vais mettre sur le côté, je vais pas. Hop. Restez concentrés, restez dans le boulot. Tant que vous êtes que deux, on va un peu discuter. Je sais pas si on sera plus. Le temps que je partage le lien et touche pas, il est quelle heure? Il est 20h06. Je démarre un peu avant quart, je pense. Je sais pas, je verrai. Le but, c'est d'avoir fini avant la France. Bah, je vais d'abord, de toute façon, le temps que je pose un peu, pas les règles, mais le temps que je pose un peu le but et tout ça, je vais, le temps que je pose le but et tout ça, mon avion démarrera après, les gens vont arriver. Là, je vois déjà ça, je pense leur monter un peu pour qu'on voit mieux et grossir surtout. Voilà. Euh, je vais me mettre en mode avion, puisque voilà. Non, mais du coup, les petites règles. Ça va être quoi les petites règles? Enfin, pas règles, mais vous avez compris. Aujourd'hui, émission pilote d'un truc qui sera tout l'euro. On ne va pas parler, enfin si, on va parler que de foot, mais on va pas parler que de l'euro plutôt. Semaine prochaine, si j'ai le temps. J'ai pas encore annoncé, c'est pour ça. Parce que je promets pas d'avoir le temps. La semaine prochaine est particulièrement chargée. J'essaye de parler de le allez, de la Copa América et des qualifs Afrique et Asie qui ont lieu en juin, qui sont super intéressantes, peu de gens parlent. Pourquoi pas faire un petit dénivelé sur ça et parler, on enchaînera avec les espoirs de l'Euro, parce qu'il y a quand même des petits joueurs intéressants à suivre, je pense. Et donc voilà, on se fera aussi une émission tranquille en semaine si j'ai le temps, c'est pour ça que je n'annonce pas. Mais voilà. Concrètement, putain, déjà 10 minutes de live, ça va vite, hein. Concrètement, le but de cette émission, c'est de Pardon, je perds mes mots, je suis stressé, vous êtes deux, c'est beaucoup trop. Non. Le but de cette émission, c'est de parler ensemble de l'euro, voilà. Je vais retirer le message épinglé parce que vous êtes bien installé maintenant, je pense. Comment retirer un message épinglé? Retirer. Euh, voilà, maintenant vous êtes bien installé. Non, on va parler de l'euro de Chile entre nous. La première émission, donc il n'y a pas d'invités, mais il y aura des invités, concrètement. Peut-être déjà même pour la prochaine émission, hein, ça je sais pas, je verrai au fur et à mesure de qui est chaud. Je sais que chez AF, il y a des gens chauds. J'inviterai particulièrement pour l'équipe de France, du coup, je pense, pour mettre en terrain aisé, on va dire. Mais voilà. On peut commencer, je pense que j'ai tout dit. On est trois, on a gagné un spectateur. Wouhou! N'oubliez pas de follow. Je le rappelle jamais. J'ai remarqué que dans mes lives, je dis jamais de follow les gens. Donc j'ai pas l'instinct du buteur, quoi. J'ai pas l'instinct du buteur streamer. Donc voilà. Et moins un follow, ah bah super, ça commence nickel. Non, mais je pense qu'on va partir. Les gens suivront en cours de route, parce que là, ça fait déjà 11 minutes et 5 secondes que le live est lancé. Donc, Lady Di, go. Premier chapitre, donc, la Géorgie. Attendez, je vous mets. J'ai fait ça bien, hein, un peu près bien. Pam, pam. Non, vous avez. Il me faut un retour. C'est bon? Ouais, parce que mon tour est là. Ok, ça charge bien. Oula, c'était pas là que ça allait donner, c'est là. Mais voilà. Géorgie. La première fois de la Géorgie, on en pense quoi de. Déjà dans le chat, je suis curieux.
Moi, j'ai fait des sondages Insta où il y a pas mal de gens qui voient, et même sur Twitter, il y a pas mal de gens qui voient la Géorgie être une bonne première fois, donc performer et sortir au-delà de la quatrième place. On rappelle que dans le groupe, c'est Turquie, République tchèque, Portugal. Ils affrontent la République tchèque en premier, la Turquie en second et, euh, et le Portugal en dernier. Donc ça, c'est avantageux parce que tu affrontes le gros qui fera probablement tourner en dernière journée. Ça, je pense que c'est un calendrier super avantageux. En plus, il commence par la République tchèque. L'amical est aujourd'hui contre le Monténégro sera pendant l'heure. Enfin, je sais pas combien de temps ça va durer. Je pas précisé mon but. C'est de finir avant le match de l'EDF parce que je sais qu'il va y avoir une majorité de Français. Mais je sais pas combien de temps durera en moyenne le succursale. C'est vraiment une phase pilote hein, aujourd'hui. Ça se tombe, on en parle en 3 minutes, c'est plié, voilà. Mais donc la Géorgie. Non, mais quand tu regardes l'équipe, regardez, on va trier par valeur marchande parce que je pense que malheureusement c'est quand même le plus viable pour voir un peu l'équipe. Bah, Dagvara évidemment, plus de fois joueur du mois, enfin plus de fois joueur de match cette saison-ci. Donc il a un peu tout survolé en Italie au stade des dribbles, tout ça. Beaucoup moins décisif que la saison passée avec Osimhen, mais ça, je pense que c'est Naples qui était en surperformance et Spalletti qui a su comment très bien l'utiliser surtout. Spalletti, dont on parlera évidemment après avec l'Italie, on va y venir. Mais donc voilà, Gvara qui fait quand même une saison énorme, hein, qui reste un très très bon joueur et il a confirmé cette saison que c'était pas une saison de surperformance, que ça reste un très très bon joueur et quand il est mis dans des dispositions, il peut devenir un mec exceptionnel qui, je pense, il a que 23 ans, bientôt. Non, il a passé les 23 ans. Putain, on est né la même année, quoi, c'est effrayant. Mais il peut devenir ce mec exceptionnel, quoi. Donc franchement, dans les prochaines années, après j'ai pas envie de parler trop vite pour voir, ça fait que 2 ans, il évolue qu'à Naples entre guillemets. Je pense qu'il est amené à jouer plus haut. Il est sur les tablettes de Paris, mais apparemment c'est juste pour revaloriser son salaire parce qu'il se sent vraiment bien à Naples. Mais ça serait un mec qui pourrait toucher un ballon d'or, je pense. Après, il pourrait être dans les 30 nominés, mais il pourrait être dans le top 10. Vous voyez. Il pourrait, je pense, au top rafler un petit ballon d'or à la génération de déglingo qui est en place, donc les Mbappé, Vini, Bellingham, quoi. Donc voilà, on va pas plus parler sur Guevara parce que c'est le joueur le moins connu. Mamar, deuxième meilleur gardien d'Espagne derrière Lunin en termes d'arrêt. Je pense pas que j'ai besoin de dire plus, les joueurs FM le connaissent déjà. C'est un super gros prospect. Je sais pas quoi dire de plus vraiment sur Mamar Dashvili. Un nom imprononçable. Mikotadze, buteur fou, le joueur en Europe le plus décisif vis-à-vis des allez, hein, des points gagnés pour son équipe. Donc il a évolué à Metz, parce qu'à l'Ajax il n'a pas joué. Mais sur 6 mois à Metz, déjà c'est 13 buts, c'est énorme en 6 mois. Mais ça fait 26 buts si on compte la saison entière à Metz, hein, c'est énorme. Dans un club qui est relégué. Il permet à Metz de se battre jusqu'au bout pour son maintien. Et c'est le joueur qui a ramené le plus de points à lui de fait à son équipe. Donc les goals les plus clutch, entre guillemets. C'est 14 points, je crois. Il a ramené 14 points à Metz depuis son arrivée en janvier. C'est énorme. En 6 mois, ramener 14 points à son club. Il a amené à partir entre 15 et 6 millions. Entre 15 et 20, il évoluera à Monaco ou Lyon. C'est les deux gros noms dessus. Et sinon, voilà. Otard, c'est un peu plus ancien. C'est un peu le. Je ne vais pas dire le douanier parce que c'est une équipe très vieille, hein. On va le voir après. Mais j'ai un meilleur système. À partir de ce moment-là, vu que c'est des mecs moins connus, je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que j'ai taffé, hein. J'ai taffé cet après-midi, hein. Pam, j'ai un meilleur système, ça s'affiche bien. C'est chiant que c'est juste la page. Je verrai à faire mieux pour les prochains soccer sales. Non, mais voilà, donc ça serait l'effectif Titus, ça. En fonction des dernières performances et tout, il y a quand même les verts, c'est les interrogations ou les joueurs qui peuvent surveiller. Parce que Mikotadze, on va direct aller sur ce point parce que j'ai déjà beaucoup parlé de Mikotadze ce week-end-ci, notamment à la radio bilan. Mikotadze, faut savoir qu'en équipe de Géorgie, avec la Nakrebi, il n'est pas titulaire parce que bah, il n'est pas convaincant, quoi. Déjà dans une attaque à deux avec Vara, peut-être que c'est pas le bon profil. Mais le titulaire préféré, en tout cas avant Mikotadze était titulaire évidemment, mais oui, de Willy Sagnol qui est là depuis 2021 qui a construit un vrai projet avec cette Géorgie. D'ailleurs Willy Sagnol qui n'avait pas entraîné, faut regarder, c'était assez marrant, j'ai découvert ça aujourd'hui en regardant un peu. Avant la Géorgie, on savait qu'il avait entraîné Bordeaux,
Je savais qu'il a un petit passage au Bayern parce que c'est une légende du Bayern. Enfin, je sais pas si on peut catégoriser de légende, mais c'est un grand nom du Bayern Munich. Euh, Bah, sachez qu'avant de reprendre la Géorgie en 2021, il avait plus entraîné depuis 2017. Et c'était le Bayern B, je crois. Donc voilà, c'était un petit peu marrant que la Géorgie ait été cherchée dans ses sélectionneurs à un mec qui a aucun lien avec le pays déjà, et qui depuis 4 ans avait pas coaché, quoi. C'était vraiment un gros pari qui marche. Et ça marche en partie parce qu'il fait des choix forts. Donc là, je vais vous parler de Zvizdadze, qui est le 9 titulaire, en tout cas contre le Luxembourg et contre la Grèce en phase de qualif. Et c'est plutôt bon parce que c'est moins de qualité technique que Mikotadze, c'est moins de qualité de buteur que Mikotadze. Mais c'est un profil parfait pour Gvara parce qu'en fait, c'est un attaquant pivot pur et dur, super grand, j'ai pas la taille, mais super grand, qui sait mettre sa tête. Il joue dans le championnat local en plus. Mais donc, en plus, c'est un ancien, je crois, il a 32-33 ans. Et donc, voilà, en fait, c'est un profil parfait pour Gvara. Et quitte à mettre les deux meilleurs joueurs du pays, entre guillemets, ça sera Miko et Gvara, on préfère dynamiser, je pense que Sagnol en tout cas, préfère dynamiser au maximum Gvara, à défaut de pouvoir mettre un titulaire. Ça se comprend parce que Miko est pas encore si bon avec l'équipe nationale. Donc ça se comprend. Vous me dites hein, si vous avez des questions ou si même parlez-moi de la Géorgie là, parce que je vois que le chat est assez peu animé. Donc vous, votre ressenti par rapport à cette équipe. Je rappelle l'ordre des matchs, donc République tchèque, Turquie, Portugal en dernier, c'est dans le groupe. C'est pas le A, mais c'est le dernier groupe, F ou E. J'ai plus le nom du groupe, mais c'est le moins important. Mais donc voilà. À noter qu'il y a 5 des meilleurs troisièmes qui se qualifient, je crois. Je crois pas que c'est tous les meilleurs troisièmes. 5 ou 4 sur 6. Mais enfin, bref, donc troisième. Il y aura 2 cons, mais le reste est à peu près sûr d'être qualifié, quoi. C'est pour ça que le groupe de la mort, le Croatie, Italie, Espagne, dont on va peut-être un peu parler tantôt, n'est pas tant un groupe de la mort, parce qu'en réalité, bah, si tout se passe bien, en face c'est l'Albanie, et les trois vont réussir à passer, prendre leurs 3 points, et 3 points, c'est assuré de mourir troisième minimum. Donc, mais voilà, bref, là on s'écarte. Non, donc voilà à peu près cette 4. La Géorgie est une bonne équipe, 4 des meilleurs troisièmes, ouais, pas créer la surprise. C'est une première en fait. Le problème de la première fois, souvent, il y a très peu d'équipes, je pense, qui ont réussi lors de la première fois à bien figurer. L'Islande en 2016, qui a très bien figuré même. Mais à part ça, j'ai pas de souvenir particulier. Euh, non, sinon pour en revenir 11, en connu, il y a Shaq Taze aussi, qui est le numéro 10 de Watford. Slovaquie, Coupe du Monde 2010. Ouais, mais là c'est la Coupe du Monde. Oui, sinon en Coupe du Monde c'est moins rare. Bizarrement, en Coupe du Monde, j'ai l'impression que les premières fois sont plus faciles que à l'Euro. Coupe du Monde, c'est beaucoup moins rare. Il y a aussi Costa Rica. Enfin, il y en a plein en Coupe du Monde qui ont pas si difficile en tant que première fois. Non, donc Shaq Vetazé, comme je disais, qui est vraiment le meneur de jeu de l'équipe, lui, je pense que c'est le joueur qui touche le plus de ballons par match. Même si, en Géorgie, le mec qui doit toucher le moins de ballons par match, enfin le plus de ballons par match, pardon, bah, il en touche quand même pas énormément, parce que c'est pas une équipe qui aime garder le ballon, on va dire, c'est une équipe qui joue surtout sur les transitions. On le voit à la gueule de la compo que j'ai fait, c'est quand même une équipe de transition assez défensive. Il y a quand même 2 doutes, du coup, parce que Mikotadze pourrait être titulaire. Hein. C'est juste que les 2 derniers matchs importants, Luxembourg et Grèce, c'est Zvizi qui a été titulaire, il a rendu une bonne copie. Et la rentrée de Mikotadze contre la Grèce est très mauvaise. Il rate même un penalty qui peut être décisif. Donc voilà. Ensuite, ça c'est la compo qui sera quasi titulaire. Kaka Badze, qui est un nom très marrant, mais qui est vraiment un piston très défensif qui monte vraiment pas. C'est vraiment une défense à 5, c'est pas une défense à 3 et 2 pistons. Sauf à gauche en fait, ça peut être une défense à 4. Ça dépend vraiment de à gauche. Parce qu'à gauche on a 2 profils. Et qui sera titulaire? Parce qu'Azarovi était blessé en mars. Azarov, c'est Azarovi, j'ai mis Azarov, mais c'est Azarovi. Euh, et de l'autre côté, non, je pouvais pas faire ça. Shengelia, du coup, était titulaire en mars. Ailier droit, j'ai plus le championnat. Dans le championnat slovaque. Ailier droit dans un club du championnat slovaque, j'ai plus le nom, désolé. Mais donc Shengelia qui est de base ailier droit, titulaire quand même, bah, il se retrouve en piston gauche. Du coup, il amène, il crée du jeu et tout ça. C'est pas vraiment un piston gauche à purement parler.
Euh, ben, ça a très bien marché contre le Luxembourg et contre la Grèce en fait. Donc est-ce que Shengelia serait pas amené à débuter contre la République tchèque à ce poste-là? Peut-être. Azarov a un profil. Lui, il est au Shakhtar, remplaçant Shakhtar. Profil plus conventionnel de piston. Peut-être moins offensif. Parce que l'autre, on parle vraiment un pur ailier droit de formation. Euh, mais comme j'ai dit, Sagnol adore tenter des choses. Et là, en fait, ça peut être peut-être le petit pari, genre, est-ce qu'on va prioriser la défense avec Azarov? Du coup, ça ferait que ça serait, en réalité, ce serait plus ça, hein, une vraie défense à 5. Ou alors, si c'est Gengelia, on serait plus dans un espèce de 4-4-2 comme ça. J'ai dégagé Azarov, hein. Je l'ai mis trop loin. Je sais pas comment je fais pour le récupérer. Attendez. J'ai perdu un joueur. Pas grave. Non, donc Azarov, on serait plus sur un 5-3-2. Mais avec Shengelia, en fait, tu passerais plus en 4-4-2, mais avec Dvali, du coup, qui prendrait vraiment un rôle de défenseur central gauche, un peu. Enfin, défenseur gauche, plutôt. Kashia, c'est le capitaine, on ne bouge pas, 36 ans. Euh, joue en... joue à Batumi, je crois, donc qui est un club géorgien, capitaine, 36 ans. Enfin, il a vécu beaucoup de choses avec la nation. La défense là, elle bouge pas, hein. Elle a été titulaire quasi tous les matchs, les trois là. Kapakadze aussi bouge très peu. C'est pour ça que je dis que ça sera en réalité sûrement ce. Si on suit les dernières dynamiques, ça devrait être Shengelia titulaire quand même. Sauf si Sagnol préfère partir avec un 11 plus défensif. Dans ce cas, ce sera Azarov qu'on a perdu quelque part. Mais si on suit les dernières compos, ça devrait être ça. Évidemment, on ne connaît pas tous les joueurs. De ce que je sais en dire individuel, c'est que Siga, qui est formé à Basel en Suisse, est un très bon prospect, seulement 18 ans, un des joueurs les plus jeunes de la compète. Je sais pas s'il aura du temps de jeu parce qu'il en a quasi pas. Il est souvent dans les groupes, mais il a très peu de temps de jeu en réalité. Euh, mais ça peut être un prospect à suivre qui peut jouer lors du troisième match si la Géorgie s'assure déjà la troisième place, je pense. Mais sinon, on le verra très peu, malheureusement. Mais à suivre. C'est surtout un joueur pour le futur de la Géorgie, parce qu'il y a quand même des noms pour le futur dans cette équipe. Et je pense que Sagnol partira pas après l'Euro, parce qu'il a signé en 2021. Je crois que c'est un projet très long-termiste avec tes deux meilleurs joueurs. Ils ont 23 ans tous les deux, quoi. Donc je pense que c'est un projet assez long-termiste qui voit ça, Sagnol. Il y a quand même une ossature qui va disparaître après cette Euro, parce que on peut penser à Kashia qui va se repartir, 36 ans, j'ai dit. Zvidadze, je crois, il a 33, 34. Sur le banc aussi, c'est un effectif assez vieux, un moyenne d'âge de 22 ans. Sinon, pour le milieu, on a Otar qui est un pur milieu axial qui monte un pur 8. Les efforts, il en bouffe. Il a vraiment ce rôle titulaire à Sturm Graz en Autriche. Vrai joueur en vrai box-to-box. Le vrai profil box-to-box à l'ancienne, c'est assez marrant à avoir joué. Parce que des joueurs comme ça, il en existe très peu. Ou que dans les pays de l'Est en fait. Genre, c'est vraiment pas un profil qu'on retrouve en Espagne, en France, en Angleterre. On manque de ce profil de joueur dans l'Europe occidentale. Mais voilà, vrai profil intéressant. Après avoir ses capacités, il y a ses capacités techniques surtout. Voilà, et sinon le 6, Kochorashvili, qui joue à Levante, je crois, remplaçant à Levante, qui est titulaire un peu par défaut, parce qu'il n'y a vraiment pas de 6. Il y a BK, mais il joue très peu. Euh, donc c'est lui le 6, mais un peu par dépit, quoi. Il est pas, lui non plus, est pas à l'abri. Mais le problème, c'est qu'on sait pas qui, parce que Sagnol a testé beaucoup de choses, de dégager et de laisser sa place. Mais à ce moment-là, quand on le fait, j'ai remarqué que Sagnol préfère mettre un joueur plus offensif et abandonner ce rôle de 6. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un 6 en fait vraiment dispo dans l'effectif qui est lui. 6 qui est un rôle très important pour une petite équipe du niveau de la Géorgie. Donc c'est pour ça que je l'ai mis titulaire, parce que je pense qu'à l'Euro, tu pars avec un 6 quand tu as une petite équipe qui aime jouer en transition. Mais sinon, on serait pas à l'abri qu'ils disparaissent et qu'on voie un Gvernaz ou un autre joueur plus offensif, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le 11 dans les grandes lignes. Attendez, je vais tousser. Il fait mal à la gorge de parler. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau des qualités et tout. Euh, Franchement, c'est pas qu'il y a peu à dire, parce que c'est une équipe intéressante. Mais elle a vraiment le profil d'équipe petit poussé, quoi, dans le sens où c'est un jeu de transition, défense à 5.
Moi, j'ai un peu peur que ça se casse les dents. Pas pour un manque de qualité, parce que la qualité, je la trouve très forte pour un petit pousset. C'est, D'ailleurs, c'est marrant parce que il y a deux équipes qui participent pour la première fois de leur histoire à l'Euro, aujourd'hui, enfin, à cet Euro. Il y a la Serbie, ça, c'est un véritable, je vais pas dire scandale, mais c'est marrant quand on voit que la Serbie est chaque année, enfin, tous les 4 ans en Coupe du Monde. Bon, après, ça a légiféré avec le fait que la Serbie est un pays très jeune. Donc évidemment, mais c'est leur premier euro avec la qualité de foot qu'ils ont. La Géorgie, c'est le premier euro, là c'est plus compréhensible, mais c'est pas l'effectif le plus pauvre. Quand tu vas, c'est pour ça que j'ai cette page-là. Quand tu vas sur la page des effectifs, valeur marchande, merde, c'était déjà bien. Ah, voilà. C'est la Roumanie le plus pauvre. Alpanis, la Géorgie est en réalité cinquième. C'est pas si mal. Donc voilà, participation à l'Euro première fois. Très peu de joueurs évoluent en championnat, on l'a dit. Mais en fait, la Géorgie a des vraies individualités pas dégueulasses. Et il n'y a pas de mauvais joueurs. Quand on regarde le 11, certes, on en connaît très peu, parce qu'on est arrivé plus sur les 5 gros championnats. Mais il y a un mec titulaire dans le championnat d'Autriche, à Sturm Graz, qui est le traditionnel deuxième. Bah, t'as le meilleur joueur de Naples cette saison. T'as un buteur recordman dans le championnat local. Un FC Balkan et un FC Viking. La Norvège qui était dans le groupe de la Géorgie et qui elle n'est pas passée. Hein. Enfin, elle a terminé devant la Géorgie dans le groupe, mais avec les règles de la Nations League, ben, la Norvège n'a pas pu être repêchée. D'ailleurs, Shaq Vetadze qui est quand même un joueur de Watford qui a un club. À l'époque, il était titulaire, maintenant il a perdu sa place, mais il était quand même titulaire à l'époque où Watford était en PL. Lui fait. Cocho, il est remplaçant en Ligue 2 espagnole, du coup, à Levante, mais il est aussi dans un club qui fait l'ascenseur. Kapakadze, lui, c'est championnat local. Et pour la défense, c'est aussi 3 championnats locaux. C'est ça qui fait peur surtout. Mais derrière, t'as le meilleur gardien de Liga. Donc vous voyez, il y a des choses à nuancer. Mais là, c'est impressionnant. En fait, tu mets beaucoup de défenseurs parce que t'as très peu de qualité. Donc tu préfères miser sur la quantité, ce que je comprends. Mais donc voilà pour cette équipe de Géorgie qui est super intéressante, qui sera à suivre. Euh, je sais pas si vous avez peut-être pas des questions parce que je suis pas prof non plus. Hein. Mais je sais pas si vous avez des indications, des autres marques intéressantes sur la Géorgie. Je sais pas, on est combien déjà? Est-ce que je me permets? 3. Ah bah super. Moi je fais plus de pub. Non, je déconne, c'est bon, on s'amuse. Euh, non, mais je sais pas si vous avez d'autres marques du coup pour cette équipe géorgienne. C'était un peu l'entre. L'amuse-bouche parce que je les connais pas trop. Hein. Moi j'ai regardé un peu les qualifs du coup. J'ai regardé contre la Grèce et contre le Luxembourg. Mais en fait, c'est ce qu'on s'attend d'un petit pousset quoi. C'est pas une équipe qui va te faire péter des flammes parce que ça joue bien. Mais ils sont là, ils vont être chiants à jouer. Faut avoir la technique pour. Euh, oui, ouais, c'est un petit du Balkan, quoi. Même si c'est pas des Balkans la Géorgie, mais c'est équivalent à Monténégro, Macédoine, ouais, pays comme ça, quoi, chiant. Même si la Macédoine avait surpris en 2021, mais avait surpris par son jeu, qui est pas un jeu de petit pousset. Là, c'est vraiment une équipe de transition qui maîtrise assez bien, parce que t'as Otar qui se projette. Attends, je vais mettre les verts sur les côtés sans les disparaître. Ça joue très bas. On parle d'une défense à 5, mais en réalité, bah, les milieux, ils sont travailleurs. En réalité, en phase offensive, il y a peut-être que Gvara qui reste devant. Et lui, un peu pour les déviations. Mais par contre, en phase de transition, bah, t'as lui qui se projette, t'as Gvara qui reste devant. Shaikadze qui relance un peu, Koro qui reste un peu derrière. Shenkvalia qui se projette. T'as de la qualité. T'as des mecs qui se projettent. Et t'as un mec qui a la qualité pour distribuer ça. Donc, ça peut être une équipe intéressante qui peut piéger des gros. Euh, Après, je sais pas si le Portugal est le meilleur gros pour eux. Parce qu'en plus, c'est Roberto Martinez qui adore jouer contre des blocs bas. Roberto Martinez est peut-être pas le meilleur sélectionneur du monde pour plein de points. Mais un fait que vous paniez avec la Belgique, c'est que la Belgique a jamais déçu et perdu face à un bloc bas quand Roberto Martinez était sélectionneur. Pardon, parce qu'il sait manier les blocs bas. Martinez sait temporiser, sait jouer l'espace. Et il a cette qualité individuelle en Portugal pour dribbler. Ça a surtout joué, je pense, au niveau de la Turquie et de la République tchèque. Et je serais pas surpris que la Géorgie en surprenne un des deux, mais je sais pas, ça sera assez pour être troisième. Je pense que moi, ce qui m'étonnerait pas, c'est que la Géorgie fasse des nuls, en fait. Je pense que la Géorgie, c'est équipe faire deux nuls et une défaite. Mais 2 points,
peut être quatrième ou troisième pas qualifié, vous voyez. Mais voilà. Voilà pour cette équipe de Géorgie, je pense que j'ai tout dit. Dans le reste des 23, j'ai juste là. Il n'y a pas grand monde qu'on connaît plus que ça. Personne n'a annoncé titulaire. T'as Loshovili de Cremonese. Euh, et à part ça, t'as. Voilà quoi. Je vous laisse lire les noms. C'est un peu plus compliqué que. C'est assez compliqué. Voilà. Mais voilà. Ah, leur défenseur, j'ai pas. Gvervelia, il est parti en Arabie Saoudite cet été. Pour anecdote. Pas cet été, mais en janvier. Donc pour anecdote, voilà. Sinon, je sais pas si vous avez des questions, des interrogations. Si vous les voyez, quand même, réalisez le bon coup si vous êtes d'accord avec moi. Parce qu'on est aussi là pour débattre. Mais voilà pour tout ce qui était sur le point géorgien. Hop, hop. Attendez, je vous mets un peu en écran comme ça. Petite pause. J'ai pas pris de boisson. Attendez, je regarde mon tel. J'ai pas pris de boisson. On est combien là? 3. Je déteste quand on est 3. Merci à ceux qui sont là. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je crois que c'est déjà fait. Parce que j'ai vu 2 noms qui sont abonnés. Le troisième, abonne-toi. Hein, parce que c'est pas moi. Hein. Or, c'est un mec qui a pas connecté son compte. Ça, c'est possible. Ça arrive souvent. La Géorgie Today. Non, non. Putain, vous avez pas suivi le programme. Moi, je partage un programme, c'est pour que personne l'écoute. Là, la Géorgie, première fois, petit poussé, on s'attend à quoi? Ensuite, on passe à l'Italie, qui est le joueur star. Ça va être le gros débat, je pense. L'Italie. Je pense que là, tu peux durer très longtemps. Parce que c'est une vraie interrogation. L'Italie, qui est le joueur star. Pourquoi on parle pas de favori de le dernier vainqueur en titre, quoi? Ils sont même pas dans les 5 premiers. Hein. Ils sont au même niveau que la Belgique et les Pays-Bas, même en dessous. En dessous de la Belgique, mais au-dessus des Pays-Bas, je crois. Au niveau des bookmakers, donc voilà. Et on termine par l'Allemagne, quel 11. Parce que j'ai fait la liste des 26, je me suis amusé. Et bordel, bordel, c'est. Waouh! Tu te dis comment cette équipe-là est pas favorite, quoi. Enfin, elle est favorite selon certains, mais elle est pas au niveau de l'Angleterre et de la France, quoi. Donc voilà pour le programme. Là, on va passer à l'Italie, je pense. Mais voilà pour le programme. Ça va pour l'instant, ça vous plaît? Tout est concis? Est-ce que je dis que la Géorgie a affronté le Monténégro? On va regarder leur compo en direct d'ailleurs. Elle est pas disponible. Mais si, je joue dans 10 minutes. Attendez. Après, c'est un match amical. Donc, faut pas trop se fier. Ah putain, ils sont chiants l'équipe. L'équipe, ils prennent les pubs et en plus, faut payer. C'est une folie. Vraiment, média de merde. Comment ça, 13-12? Comment ça, 13-12? Water Polo? Comment ça? Le pays adverse de la Géorgie? Bah, ils affrontent, c'est pas ma faute. Hein. Non, mais moi, je vais voir juste les compos pour voir si. D'ailleurs, la Géorgie, petite anecdote, ne fait qu'un match amical pour préparer son euro. Elle affronte que le Monténégro aujourd'hui. Il n'y a pas de match comme tous. C'est la seule dans ce cas de figure. Elle affronte qu'un match. Donc, c'est un choix. Faut savoir que la fédération géorgienne était endettée à mort. C'est pas le N-word, c'est pas le N-word, c'est un pays, c'est un pays. Mais voilà. Je trouve pas la compo. C'est fou, on peut pas voir ce match. Regarde, quand tu tapes Monténégro-Géorgie, t'as Slovakia via Zwalc, frère. Euh... Bah ouais, FH score, c'est une folie, hein. Euh, Non, mais ça va être. Sinon, pour parler de la Géorgie en soi, ça va être un gros pays. Parce que c'est attendu, c'est le premier euro de l'histoire déjà. Mais frère, mais. Ça le problème, basket. T'as tous les sports sauf le foot, ils connaissent pas là-bas. Euh... Football, c'est bon. Euh... Ah oui, ça tout dans une autre page carrément.
Ok, je sais pas si vous avez là. Euh, c'est la compo. Ok. Alors, c'est la compo affichée là. Mikotadze à la place de Zvizadze. Shengelia. Et ce n'est pas Kitejvili, je crois. Attendez. Je sais pas si vous l'avez la compo. Vous pouvez me dire si vous l'avez? Ah si, c'est Kitejvili, je dis n'importe quoi. Bah alors, c'est la compo. Juste Mikotadze à la place de Zvizadze, mais sinon, concrètement, c'est cette compo. Voilà. Il remet Mikotadze. En train de se taper une brésilienne. La glace. Donc voilà pour la Géorgie. Mais sinon, ils attendent vraiment l'euro au pays parce que bah, pour le match contre la Grèce qui déroulait à domicile en Géorgie, il y avait plus de 10% du pays qui avait demandé à acheter un ticket pour aller voir le match. Ce qui est une folie. Putain, j'ai une notif. Et, euh, et voilà. Je sais pas vraiment plus à dire. C'était juste pour dire ça. Ils attendaient ça, quoi. Euh, mais ouais, pour la Géorgie, on va passer à l'Italie. Je sais que vous attendez que ça. Je sais que vous n'avez rien à branler de mon avis Peter sur la Géorgie. Personne connaît la Géorgie. Euh... Attendez, parce qu'on m'appelle encore. Je vous mets juste une musique. Temps de me faire patienter. Parce que mon c'est que c'est urgent. Euh... Est-ce que vous avez écouté Wonderbar? Je vous mets mettre Wonderbar. Une de la Belgique. Tu connais une Géorgienne et elle pense quoi de son pays? Respect, hein. Je peux couper. Je viens d'y penser, mais. C'est copyright, non? Je te un merde, je crois. Mais on va passer à l'Italie. Le son de robe est grave cool. Mais je viens de penser que c'est copyright, oui. Merde. Euh... Fallait mettre la patate. Ouais, il est grave mieux, je préfère aussi. Euh... de toute façon, ma chaîne va sauter, c'est foutu. En plus, il y a des matchs, il y a des trucs du foot. Je suis dégoûté. Non, on passe à l'Italie, let's go. Attendez. Je dois juste envoyer un message du coup. Mais on passe à l'Italie, j'ai tout préparé, regardez, regardez. Je suis un streamer de fou. Bam! Eh, vous l'avez pas vu venir celle-là. Attendez, hein, désolé, c'est urgent. Des fois, dans la vie, on a des choses urgentes. Putain, il est déjà 20h40 en fait. 42 minutes, je sais pas c'est combien de temps à parler de la Géorgie. On va avancer, hein, parce que moi je pensais que ça allait durer 1 heure. On sera plus proche de 1h30. Voilà, je suis à vous. Italie, t'as 5 minutes pour parler de l'Italie. Non, non, abuse pas. Euh, Non, le sondage. Faut que j'aille voir le sondage parce que j'ai pas été, enfin j'ai plus les résultats. Mais je crois que ça va faire plaisir à l'interiste. Parce que de mémoire, c'était peut-être Barella. C'était très serré entre Barella et Donnarumma. C'est Barella. Barella qui est la star, selon vous. Donc la question c'était qui est Oui, Italie, Bardella, c'est extrême droite en Italie, quand même. Euh, mais la question c'était qui est selon vous la star italienne, entre guillemets, le gros joueur du pays, quoi. Et vous avez répondu Barella, du coup. C'est cet écran-là. Est-ce que vous avez... Attendez, j'attends. Bam!
Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez? Vous avez normalement. J'étais voir sur Transfermarkt, parce que c'est vrai que quand tu penses à l'Italie, t'as pas ces gros noms qui viennent en tête comme t'avais avant. C'est tout con, en 2021, t'as Cellini Bonucci, tu vois. Buffon, enfin pas en 2021, mais l'Italie a toujours eu des noms un peu stars comme ça, différents des autres, parce que c'est rarement des attaquants, même s'il n'y avait pas de Telly à la grande époque. Mais voilà, et en effet, selon Transfermarkt, le plus cher, c'est Barella. Euh, et après, il y a vite une descente aux enfers quand même entre les. On atteint vite le en dessous des 50 millions en fait. T'as pas beaucoup de joueurs en dessous de 50 millions. T'as les trois joueurs de l'Inter qui sont dans un super contexte, à savoir l'Inter. Mais en réalité, en qualité individuelle, à part peut-être Di Marco, je pense pas que Bastoni, hors Inter, sera un grand joueur de football, sans manquer de respect. Barella, pareil. Après, j'adore Barella, hein. Mais ils sont dans un contexte hyper favorable à eux. Je pense qu'ils l'ont compris parce que les trois là, ils vont faire leur carrière à l'Inter, je ne vais pas partir. En tout cas, pas dans un autre club italien ou un autre gros club européen. Mais voilà. Et ce qui est fou avec l'Italie, c'est que la plus grosse qualité pour moi dans leur poste, là où en 2021, pour moi, c'était leur grosse force, c'était le milieu de terrain. Parce que ton milieu, c'était Verratti. euh, Attendez. Verratti. Putain, c'était qui les deux autres milieux? Jorginho. Et putain, c'était qui le troisième? T'as Locatelli qui est remplaçant. Et ça, c'est une folie. Déjà, tu permets d'avoir Locatelli en remplaçant. Euh, Et c'était qui le troisième milieu? Putain, en plus, c'était un milieu de fou. Je suis vraiment un connard d'oublier. Non, Locatelli n'était pas titulaire parce que justement en phase de groupe. Ouais, Barella, voilà, putain, on en parlait. Ouais, j'étais un peu con parce qu'il est juste devant mes yeux. Mais jouer Jorginho Barella. Mais Locatelli était remplaçant de Locatelli de Verratti en phase de groupe qui était blessé. Locatelli a joué que les trois matchs de phase de groupe parce que Verratti était blessé. Sinon, après, Locatelli a plus joué du tournoi, sauf en rentrant. Mais donc, voilà, Locatelli qui est d'ailleurs pas appelé. Et c'est à là que je veux venir. En fait, l'Italie, ils n'ont pas de joueurs stars. Parce que quand tu regardes, c'est fou, parce que je crois que c'est la première fois depuis très longtemps. Tonali a pas joué l'Euro, je crois qu'il était dans le groupe, mais il jouait très très peu. Franchement, ça je ne saurais pas dire, mais il jouait très très peu s'il était. Euh, En fait, en 2021, ce qui est drôle avec l'Italie, c'est que c'est une fin de cycle gagnante. Donc t'as Bonucci, Cellini, t'as Verratti, t'as Insigne, t'as Immobilier à moindre coût. Euh, Tu profites aussi à des contextes favorables, euh, à savoir, euh, Spinazzola qui surperforme. Il était à Brescia en 2021. C'est possible, mais je me demande si c'était pas déjà acheté Milan et prêté. Et je pense pas que Brescia ça joue fort sur un CV parce que l'Italie a toujours été. Genre là, il y a un Florocchino de l'Elas. L'Italie a jamais été une nation qui regardait à travers le prisme des grands clubs comme la France le fait par exemple. Euh, oui, elle n'avait jamais rien gagné avant, mais justement en 2021, c'est le dernier titre pour beaucoup. Et c'est fou parce qu'en fait, l'Italie a dû totalement se reconstruire. L'Italie s'est reconstruite quasi après l'échec de 2018. Et l'Italie s'est reconstruit après la victoire de 2021, ce qui fait qu'en 2022, bah, t'es totalement à la ramasse pour la Coupe du Monde. Parce qu'en fait, bah, t'as encore perdu la moitié de ton groupe, quoi, qui préfère partir sur un euro que de tenter une dernière chose. Donc, bah, l'Italie, c'est ça, en fait. Et là, t'as un nouveau groupe, euh, avec tous ces joueurs. Pas dégueu, hein, mais quand tu regardes, par contre, la qualité de gardien, là, t'appelles même pas Di Gregorio, qui à Monza fait une saison exceptionnelle. Mais t'as Donnarumma, Vicario, Meret. Trois joueurs, trois très bons gardiens, même si Meret est moins bon cette saison, mais ça reste un très bon gardien à Naples. Vicario, qui pour moi pourrait même mériter de prendre la place à Donnarumma, en vérité, c'est très très fort. Même ces deux gardiens ont style différents. Peut-être que Donnarumma est plus fort en 1v1 sur la ligne, est ce que demande l'Italie. Mais Vicario, balle au pied, c'est exceptionnel. Après, je pense pas que Spalletti veut un gardien exceptionnellement fort balle au pied. Meilleur en Kings League. Ah, N'Golan Totti, fallait être présent dans sa télé. Surtout N'Golan, c'est vraiment impressionnant. N'Golan. Sinon, t'as Di Lorenzo qui est toujours là, qui fait partie un peu de ces chefs de l'Italie, on l'oublie, mais capitaine de Naples.
Je crois qu'il est dans la hiérarchie des capitaines dans la squadra. On l'oublie, mais il est toujours présent. Et est-ce que ça fait pas un peu peur que Di Lorenzo soit un pilier de cette équipe? Sans être méchant avec le joueur, moi j'aime bien le joueur. Mais c'est quand même un niveau limité, Di Lorenzo. Moi je trouve qu'il résume assez bien la tête de cette Italie, quoi. Genre que Di Lorenzo soit ton capitaine. C'est un bon joueur, mais limité, quoi. Sinon, t'as Gatti qui remplace Scalvini qui a été blessé lors du dernier match, ça jouait plus rien. T'as Serbi aussi qui s'est blessé, donc mine de rien, ta défense est totalement à remanier pour l'Euro. Parce que tes appelés habituels, tous deux blessés. Je sais pas si c'est une bonne chose. On va voir comment ça va construire. En défense, c'est un gros suspense, parce que Bastoni sera sûrement titulaire. À gauche, Di Marco, à droite, Di Lorenzo, comme j'ai dit. Mais qui sera le central droit de cette équipe? Darmian, 34 ans, qui est plus habitué à jouer central dans une défense à 3. Ou alors est-ce qu'il vient pour jouer. Est-ce qu'il vient pour être super sub de Di Lorenzo? Dans ce cas-là, il y a Bellanova. Enfin, il y a plein de questions. Est-ce que l'Italie va jouer à cette défense à 3? Parce qu'il y a cette fameuse défense à 3 que Spalletti veut instaurer. Mais pour l'instant, ça a du mal. Et souvent, il revient dans cette défense à 2. Il y a vraiment pas mal de questions. Franchement, il y a pas mal de questions. Moi, je suis Spalletti. Je partirais dans une défense à 3 avec Bastoni, du coup. Garder ce côté Bastoni-Di Marco qui fait la force de l'Inter. Je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes choses. Mancini, je pense qu'il doit être titu. Hein, t'as pas trop le choix. C'est assez dangereux. Et Caliafori, comme a dit Son of Biscuit, apparemment il y a des blessures. Je sais pas s'il y a eu un truc vraiment officiel, mais apparemment, selon les rumeurs, ouais, il a des problèmes. Mais j'ai pas vu de sortie vraiment officielle de la sélection sur ça. Et moi, je mettrais Darmian en troisième. Hein. Ce serait une défense très inter. Mais moi, je partirais sur du Darmian, Mancini et Bastoni. Hein. Après, Gatti, ça peut apporter aussi pas mal. Peut-être Gatti à la place de Mancini. La réalité, c'est que les deux profils se valent, ils ont exactement les mêmes rôles dans leur club. Donc ça, c'est à voir. Après, je sais pas si un mec qui était pas censé être appelé, c'est une bonne idée de le mettre titulaire, tu vois. Ouais, il s'est fait les ligaments. Il s'est fait deux fois les ligaments même. Mais il avait été blessé longtemps, hein, c'est pas longtemps. Il a été blessé en fin de saison, Caliafori, je crois. Il paraît qu'il est pas à 100%, normalement. D'ailleurs, c'est un joueur très souvent blessé, c'est pour ça qu'il a pas percé à la Roma. Beaucoup, beaucoup de blessures, Caliafori. Cette saison, c'est parce qu'il fait une saison presque complète qu'il est reconnu, hein, c'est tout ça. Il n'y a que les joueurs de Serie A sauf deux gardiens et l'afro de Jorginho. Jorginho aussi qui symbolise bien le déclin de cet Italien, de cette Italie, parce que Jorginho, titulaire indiscutable, capitaine à Chelsea qui va gagner la LDC en 2021, on parlait même de lui Ballon d'Or, là il est remplaçant à Arsenal. Enfin, moi je trouve que Jorginho symbolise aussi bien ce déclin. Il est annoncé pour être titulaire, mais au milieu c'est fringant pourtant, mais aussi il y a des trucs que tu comprends pas trop, genre Cristante, ok, c'est un profil que t'as pas. C'est un profil que l'Italie n'a pas, même. C'est un 6 très à l'ancienne. J'ai cliqué. Non, je vais pas. Euh, je sais que dans le chat, on n'est pas fan. Moi, je suis pas si fan du joueur, mais ça va encore. Mais je sais pas, est-ce qu'il mérite d'être appelé? Il est juste appelé parce qu'il a un profil unique, pas pour ses qualités de joueur, on va dire. Donc je peux comprendre ce que c'est des choix de Spalletti, mais je sais pas s'il mériterait d'être appelé, quoi. Je pense qu'au milieu, tu peux aller chercher d'autres noms qui sont aussi intéressants en Italie. J'ai pas de nom là en tête, mais je vois pas pourquoi tu vas chercher lui. Franchement, pour ça, autant aller chercher un jeune, peut-être, qui mérite peut-être plus. Donc voilà. Sinon, pour le milieu titulaire, Barella sera sûrement de la partie. Jorginho aussi. Qui en troisième? Ou alors est-ce que tu pars en défense à 3 et dans ce cas-là un milieu à 2? Enfin, il y a plein de questions avec cette Italie, ce qui fait qu'en fait, parce qu'on sait même pas la. Actuellement, l'Italie, dans le 11 type, on serait placé quoi? 4 non sûrs, je dirais. On est à 5 jours de l'Euro. 6, 5, non, 5, c'est vendredi. 5 jours de l'Euro. Et je sais même pas si Spalletti c'est déjà son 11 type. Pellegrini, pareil. Moi, je suis un grand fan de Pellegrini, mais c'est un peu un Marco Reus italien. Mais surtout, c'est quoi la meilleure position de ce mec? Tu fais jouer où un Lorenzo Pellegrini au top? En pur milieu? En 10? Vraiment derrière l'attaquant?
un peu sur l'aile avec cette position d'ailier très libre, meneur de jeu. Enfin, ouais, on dit, mais je sais pas. Si on dit, c'est aussi celui qui prend beaucoup de coups. Et mais de rien, quand t'as un joueur fragile comme ça, est-ce qu'un joueur fragile en 10 comme ça, c'est une bonne idée? Je sais pas, enfin, il y a vraiment beaucoup de questions. Fratesi, que j'adorais à l'Inter, à Sassuolo, qui là fait une assez bonne saison en sub, même j'aimerais encore le voir un peu plus à l'Inter. Mais assez prometteur, mais est-ce qu'il peut être titulaire en Italie? Je pense pas, mais il peut dépanner. Fagioli, qui était banni de Paris, il revient tout juste pour l'Euro, il est appelé. Il y a des choix quand même. Après, Fagioli, c'est le même constat que Cristante. C'est que l'Italie a pas ce profil. Un milieu technique comme ça, qui peut jouer bas, qui a cette qualité balle au pied pour ressortir les ballons proprement, sortir d'un pressing. C'est vrai qu'en Italie, t'en as pas de mille. Les profils de milieu, ben voilà, t'as un Jorginho, qui est un pur passeur, qui est un temporisateur, mais qui a quand même du mal sous la pression. Euh, T'as Fratesi, qui est un pur box-to-box assez technique et qui a une bonne qualité de finition, un box-to-box plus offensif que défensif même. Barella, c'est un Fratesi en mieux, j'ai envie de dire concrètement. Euh, c'est un peu ce profil de joueur italien, hein, quand même, quand on regarde. Le profil du milieu italien, c'était Barella, des Fratesi, Locatelli aussi qui a très ce profil. Euh, Enfin, le profil un peu de box-to-box plus offensif que défensif, mais qui va bouffer les kilomètres, qui a une intelligence de jeu assez folle quand même, surtout pour son âge. Enfin, Barella il a 27 ans, mais Barella ça fait quoi, 4 ans maintenant qu'il est en circuit et qu'on trouve que son intelligence de jeu, c'est trop fort. Et là on le voit encore. Hein. Lorenzo Pellegrini, j'en ai parlé. On ne sait pas où le situer concrètement. Trop souvent blessé pour que tu le mettes dans tes 11 indiscutables. Un joueur qui se blesse trop, c'est pas un joueur que tu peux compter dessus malheureusement. Cristante, c'est comme Fagioli, c'est un profil que t'as pas. C'est un profil très rare, encore plus en Italie, parce que, comme t'as dit, la feuille, c'est des joueurs qui évoluent beaucoup au pays et c'est pas quelque chose développé par le championnat italien, ce profil. La formation préfère pas ces profils-là. Donc, quand on a, il faut en abuser, parce que oui, c'est logique. Mais est-ce que sur le niveau, on parle d'un mec qui a pas joué depuis octobre et un mec qui a tout simplement pas le niveau? Est-ce que tu dois les appeler parce qu'ils ont un profil qui te convient et pas prendre compte de leur talent? Ça peut marcher. Mais moi, j'attends vraiment de voir le 11 qui sera titulaire, quoi. Et si tu les appelles, il faut qu'ils jouent. Parce que tu as râlé pour ce profil, tu as pris ce profil. Je m'attends à ce qu'ils jouent. Je veux pas que Cristante soit le mec qui rentre à 80e quand l'Italie mène 1-0 et dans le dur. Tu vois. Donc voilà. Cristante qui était déjà là en 2021, si je me souviens bien d'ailleurs. Euh, Maintenant, on passe aux attaquants. Alors là, on a été chercher le premier joueur de l'Hellas Vérone sélectionné en. Non, pas le premier joueur sélectionné avec l'équipe d'Italie, mais le premier participant à l'Euro. C'est la première fois qu'un joueur de l'Hellas Vérone va jouer l'Euro. C'est Michael Voloruzuno. Je connais pas le joueur, je vais pas vous mentir. El Sharawi. C'est là aussi que tu vois qu'il y a un gros déficit au niveau des attaquants en Italie, même si ça c'est pas nouveau, c'est même depuis 2021. Mais t'appelles El Sharawi, Zakani, Retegui, buteur du Genoa, qui s'est fait une grosse blessure vers janvier, je crois. Giacomo, moi je l'adore, hein. Mais cette saison c'est pas ça, même quand il est titulaire, il a un peu plus de temps de jeu de la saison passée. C'est intéressant, mais c'est pas les espoirs qu'il y avait sur lui. Chiesa, ça, depuis 2021, sont en chute libre, c'est pas que de sa faute. Je pense pas que le système de Allegri est fait pour lui. Il y a une grosse blessure, mais c'est quand même une grosse chute libre. Le seul qui répond présent, c'est Scamacca avec l'Atalanta. Euh, Spalletti n'avait pas appelé au rassemblement de mars. Scamacca a très peu de sélection avec l'Italie, parce que Spalletti n'a pas appelé au rassemblement de mars. Spalletti a déjà dit en conférence de presse très clair qu'il n'était pas fan de ce profil de joueur, qu'il avait un côté un peu roublard et qu'il faisait pas les efforts avec Spalletti n'aimait pas ça. Au final, il a appelé. Quand je regarde les joueurs en attaque, j'ai même envie de te dire que ça va être le 9 titulaire. Parce que Retegui vient de blessure, il est pas dans une bonne forme, il joue à Genoa. Je pense que Sramaka sera le 9 titulaire. Or que de base, Paletti a dit lui-même qu'il était pas fan du profil. Franchement, je sais pas, on sait ce que Scamacca Raspadori, ça a assez bien marché à Sassuolo. Euh, Franchement, je sais pas, il y a plein de questions autour de cette équipe d'Italie. Il y a Zakani aussi qui a rappelé. Enfin, rappelé non, mais Zakani qui avait été écarté de l'équipe d'Italie à l'époque parce qu'il y avait eu des embrouilles avec Zaniolo. Et les deux a été écartés. La Zakani est rappelé, pas Zaniolo. Mais des embrouilles pour une meuf, je crois.
Mais donc, j'ai envie de... Déjà, la première question, c'est quel sera le 11 de l'Italie? Euh, on va totalement voir quelque chose de différent de 2021, parce qu'en 2021, regardez, j'ai préparé un super tableau. En 2021, ce qu'on voyait, c'était assez simple, la tactique de Mancini en réalité. Enfin, assez simple. Bravo à lui, hein, mais t'avais le gardien là, donc Donnarumma qui était superbe, les deux piliers là devant. Oh, on dirait un dessin de gosse, c'est horrible. Mais un latéral droit qui prenait vraiment ce rôle de troisième défenseur, plutôt un Di Lorenzo, qui sera encore là, qui peut encore tenir ce rôle, qui est pas trop un piston, lui c'est vraiment un latéral droit à l'ancienne, plus défensif. Mais t'avais Spinazzola ou Emerson, et c'est ça qui faisait la force de l'Italie. C'est que t'avais un latéral gauche, même quand Spinazzola s'est blessé, Emerson, t'avais le gars qui monte. Et le gars qui monte, il fait un bien fou. Pourquoi? Parce que là, t'avais numéro 10 Insigné, qui était dans la forme de sa vie, qui était super libre. Et dans un moindre mesure, même Chiesa, ça lui permettait d'être super libre. Pourquoi? Parce que t'as un mec qui prend le côté là. À droite, t'avais Barella qui prenait cette position de plus ailier. Et en fait, Chiesa et Lorenzo, ils étaient super libres. Devant Immobilier, un joueur incroyable sans ballon. Dans les appels et tout pour... En fait, le but de cette Italie, c'était de mettre Insigne et Berardi et plus tard Chiesa dans les meilleures dispositions. Mancini a réussi très bien son coup parce que... Pourquoi? Parce que l'attaquant s'occupait des défenseurs et les ailiers s'occupaient des latéraux. Et même de la tenue du côté. Donc t'avais deux numéros 10 quasi, parce que c'était ça, hein, qui étaient super libres et qui jouaient avec Verratti et Jorginho qui leur distribuait des balles. L'Italie c'était tout con hein, mais en 2021, c'est ça qui faisait la force. Hein. C'était la capacité à libérer tes meilleurs joueurs créatifs. L'Italie a réussi à le faire très bien en 2021. Je pense que l'Italie a, on dirait une bite, t'abuses. T'abuses. L'Italie l'a super bien fait en 2021. Et donc moi ma question c'est quelle sera la tactique? Parce qu'on s'attendait pas à ça en 2021. Je pense que l'Italie n'était pas favorite du tout. Euh, mais au final, l'Italie a été une des meilleures tournois. Regardez, j'ai été voir, je me suis amusé, j'ai été voir les stats de 2021. Regardez, hop. Dans les tackle one, t'as Di Lorenzo et Marco Verratti. Lorenzo est toujours pas là, est toujours là. Marco Verratti est plus là. Plus bas, t'as Jorginho qui est plus au top de sa forme, mais qui est toujours là. Et quand on recule, j'ai regardé plusieurs stats, hein, et qu'on va dans les shots de création au niveau des joueurs, donc la capacité des joueurs à créer des capacités de tir, hein, les shot creating action. En gros, les passes ou quoi qui amènent à une situation de tir, quand tu cliques, et c'est là que c'est clair hein, que ça montre la grosse force d'Italie, Insigne Verratti et Jorginho, donc ce que je vous ai fait là, c'est les trois là qui étaient tout le temps libres, grâce à la capacité des ailiers et de Immobilier, ben ces trois là, c'est eux qui faisaient le plus de passes avant des buts. Devant, tu retrouves Pedri, et il y a Hochberg qui s'est situé entre. Mais ces joueurs-là, plus aucun des trois est en Italie, sauf Jorginho, qui n'est plus dans sa forme. En bas, il y a Spinazzola qui faisait une compétition dingue qui s'est pété, sinon il aurait été plus haut. Spinazzola est pas appelé. Il y a Barella, quoi. Le seul qui est encore au top de 2021, c'est Barella, qui est quand même assez bas. Et le système aura probablement changé. Donc, quid de l'Italie, j'ai envie de dire. Donc, moi, je suis d'accord avec le fait que le, le, le joueur star, entre guillemets, ça sera Barella. Je peux entièrement le concevoir parce que c'est le seul qui est encore dans sa forme de 2021. Je peux entendre le Chiesa parce qu'avant 2021, il n'était pas aussi bon. Peut-être que c'est un joueur de tournoi international. Hein. Euh, et sinon, les grosses stars sur qui doit compter l'Italie, peut compter, parce qu'on ne sait pas, mais doivent compter, c'est Scamacca, parce qu'il est dans la forme de sa vie. Je sais pas s'il fera une meilleure saison. C'est éblouissant ce qu'il fait. Est-ce qu'il sera mis dans les meilleures dispositions? C'est aussi ça à voir. Euh, Christian Testar, tu vas arrêter, je sais pas s'il va jouer des minutes. Mais donc Skamaka, tout va dépendre de Skamaka. Est-ce que tu sacrifies entre guillemets ton effectif comme Mancini l'a fait en 2021 pour Insigne et Chiesa pour donner à Skamaka cette, reconnaissance quoi alors que t'es pas fan du joueur de base, tu l'as dit toi-même en interview. Et sinon le deuxième gros point que j'ai envie de soulever, les stars, c'est marrant parce qu'on parle de l'Italie en plus, ça va être la défense. À l'heure actuelle, à part Bastoni, aucun n'est sûr des titulaires, je pense, encore à l'heure actuelle. Si on parle que des centraux. À part peut-être Bastoni. Mais tu mets qui
à qui tu fais confiance et est-ce que ces joueurs vont répondre des besoins. Est-ce que Darmian, 34 ans, qui a pas de gros exploits en Italie, qui a jamais été appelé pour un grand tournoi, je crois, voir ça commence à remonter. Là aujourd'hui, tu le prends, tu dis t'es titulaire. Normalement, t'es pas titulaire parce que c'est la Serbie et Scalvini devant toi. Mais aujourd'hui, t'es titulaire. Mancini, on connaît le mec. Est-ce que Mancini est capable de supporter une pression dans un gros tournoi comme ça sans prendre un rouge, sans râler, sans voler en éclats? Je sais pas. Gatti, on n'a aucune idée de son niveau dans un squadra d'Iras, peut rendre service, mais est-ce que ce sera vraiment un titulaire qui peut rendre des services? Caliafori, il sort d'une saison folle, mais est-ce qu'il a la possibilité de porter ce maillot? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que c'est sa première sélection? D'ailleurs, le nombre de joueurs qui risquent la première sélection, il y a Floro Sogno, on en a parlé, Caliafori, Bellanova, Cambiaso, il a été appelé en mars, je crois, mais que des amicaux, du coup. Fagioli, il avait été appelé avant son bannissement, mais ça commence à faire un temps. Et je sais pas s'il avait déjà commencé titulaire, ça faudrait voir. En attaque, Zakani, c'est un peu le même cas que Fagioli. Même si c'est pas pour Paris, mais ça fait longtemps qu'on l'a plus vu en sélection, je pense. Et El Sharaoui, toujours là pour rendre service. Mais la dernière grande compétition de Sharaoui, je crois que c'est l'Euro 2016, du coup. Donc, quid de cette Italie, tu fais quoi? Cambiaso, qui est le seul homme fort de la Juventus, j'ai envie de dire. Est-ce que tu le titularises? Est-ce que tu mets Cambiaso à droite? Je sais pas. Mais dans ce cas-là, tu te prives de Di Lorenzo. Di Lorenzo, défenseur central droit. Il y a plein de questions dans cette défense italienne qui, pour moi, sera la base de leur équipe. En plus, dans le groupe de la mort, ils ont de la chance de commencer leur premier match face à l'Albanie. Tant que faire le dernier réglage, je veux dire. Mais ils pourront pas se louper à la troisième journée, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que troisième journée, du coup, je crois que c'est Croatie. Ils pourront pas se louper. Et du coup, très très curieux de voir cette Italie, comment elle va évoluer. Parce que pour l'instant, il y a plus d'interrogations que de réponses et on parle du champion 2021. Et ça, c'est assez inquiétant. Donc voilà pour mon monologue. Désolé si je suis long. Je sais pas, vous en pensez vous quoi de cette Italie? Vous l'avez comment? Ouais, j'ai retiré un truc. Mais voilà, voilà. Est-ce qu'il y a encore des gens? Est-ce que j'ai perdu tout le monde? Hein? Vous êtes plus que deux. J'ai perdu des gens. J'ai trop parlé italien. Mais voilà. Je sais pas si vous avez des avis sur l'Italie différents. Dites-le, hein. Je sais pas si dans votre tête c'est plus ou moins clair le 11 que nous prépare Spalletti. Moi j'ai l'impression qu'il était très peu clair pour peu de personnes. Mais voilà. Les seuls joueurs sûrs en fait c'est Barella. J'ai presque envie de te dire Scamacca, Donnarumma et Chiesa. Ils sont quatre quoi. Encore Scamacca, je sais pas si c'est sûr. Et Bastoni. D'ailleurs l'Italie joue en ce moment contre la Bosnie. Elle teste une défense à 3, mais il y a beaucoup de changements, donc je sais pas si ça sera vraiment l'équipe titulaire à l'Euro, hein, parce qu'on parle d'un double pivot Fagioli Jorginho. Je sais pas si ça sera eux les titulaires à l'Euro. Donc voilà, voilà. On passe à l'Allemagne, vous êtes chaud? Vous avez encore des avis sur l'Italie? Putain, déjà 1h07. La France commence dans 10 minutes. Enfin, on va rater le début de la France. L'Allemagne, c'est le plus long, je pense. Mais, euh, mais voilà. Putain, j'ai perdu du monde, hein. Moi, je m'attendais à. On est 15. Oh, oh. Au final, on est 8. Non, mais ça va. Ouais, ça va venir au fur et à mesure de la compétition. En plus, là, dimanche 20h. Je suis conscient que c'est pas le meilleur horaire. Mais voilà. Alors, ah, putain, j'ai caché mon nombre de viewers, je savais même pas que je pouvais faire ça. Reviens. Oh. Bah, je sais pas, vous êtes combien? Ah, c'est bon? C'est bon. J'ai joué avec. Ok. Donc voilà. On va passer au dernier chapitre. Et là, ça va aller vite si on n'est pas beaucoup, en fait. Ça va aller vite. Tout est relatif, mais on passe à l'Allemagne, hein. Parce que l'Allemagne, il y a des qualités, hein. Regardez. Hop. Regardez ce que je vous ai prévenu pour l'Allemagne. À Patard, on est que deux. Vraiment ça. Il y a que toi qui parles. Parce que l'autre, c'est un.
Je crois que c'est un qui n'a pas connecté son compte. Connecte ton compte et follow. Parce que c'est pas moi. Donc, bâtard, vous êtes que deux, quoi. Bâtard, on est trois. On est trois et on est deux qui partent. Du coup, l'Allemagne, c'est où? Ah, c'est là. Regardez pour l'Allemagne, je fais un truc très simple. L'Allemagne, on va jouer un peu. Enfin, on va jouer Dylan. On peut se tutoyer. Euh, donc, l'Allemagne, ça, c'est les 26 appelés par Nagelsmann. C'est super intéressant. Il y a des profils super différents à tous les postes. Ça a une statut de favori. Ça l'est pas pour beaucoup de monde. Il y a des nouveautés. Il y a des mecs qui ont un peu comme l'Italie leur première sélection. T'as que deux ailiers purs. Furich qui fait une bonne saison à Stuttgart et Sané. Nagelsmann a beaucoup récompensé Stuttgart parce qu'il y a 1, 2, 3, 4. 4. Il y a 4 joueurs de Stuttgart dans les 26 appelés. C'est pas mal. Et dans les 4, je crois qu'il y a que 1000 de stats qui avaient déjà été appelés auparavant. Donc plutôt pas mal. Des profils super différents. Mais quel 11? J'ai l'impression que elle est la question. Parce qu'on peut dégager des. Il y a des sûretés, hein, genre Kimmich en latéral droit, et Nagelsmann l'a clairement dit. Henrich qui est bien revenu. Quand on se rappelle de ses débuts à Monaco, c'était compliqué. Neuer au cash, quasi sûr aussi. Triste pour Ter Stegen et Baumann qui sont deux superbes gardiens, mais malheureusement, ils sont exactement dans la génération de Neuer, parce que Neuer c'est 38 ans, Ter Stegen 32 et Baumann 36. Donc ils vont tous les trois quasi partir en même temps. Ter Stegen aura en réalité peut-être que la Coupe du Monde 2026 a joué en tant que titulaire. Peut-être, hein. Mais donc voilà. Les sûretés, c'est ça. C'est Kimmich Neuer. À gauche, Mittelstadt commence plus actuellement. À voir si Rome n'est pas préféré, parce que Rome est rentré en deuxième mi-temps face à la Grèce et a rendu une très bonne prestation. Donc en réalité, ça sera peut-être Rome qui commence. Mais pour l'Allemagne, c'est assez compliqué en réalité de savoir qui seront les titulaires. Devant, t'as deux des pépites mondiales, mais tu sais pas les faire jouer ensemble parce que ça se marche sur les pieds. Ce qu'on a le plus vu, et ça marche pas, c'est Havertz en faux neuf, Moussiala Wirtz sur les ailes. Ça rentre beaucoup dans le jeu, mais ça se marche dessus et t'as personne dans la surface. Donc ça donne une équipe qui fait des passes, qui trouve des choses intéressantes sans conclure. Donc en fait, si tu veux faire jouer Wirtz et Moussiala ensemble, tu peux. Parce que je pense que le génie se comprend. Mais devant, tu dois faire jouer un profil à full Krug. Je crois que c'est quasi obligatoire que c'est lui qui commence. Parce qu'il te faut un attaquant pivot sûr, il te faut un mec de surface. Undav, c'est un pur renard des surfaces, mais il a pas ce truc de attaquant pivot à répondre présent sur les centres et tout ça. C'est vraiment un renard de deuxième ballon et tout ça, plus de centre. Mais pas un attaquant pivot qui peut jouer loin du but, par exemple. Abeb Bayer, 21 ans, 16 goals avec Offenheim. Je crois pas que c'est sa première saison. Si, je crois que c'est sa première saison en pro, parce qu'il joue, enfin pas en pro, mais en Bundes One. Mais je pense pour préparer l'avenir, parce qu'il a 21 ans, pas de sélection apparemment, ça m'étonnerait qu'il commence titulaire. Un profil d'attaquant vif. Que dire plus, ouais, vif, assez rapide. Lui a un profil très intéressant pour le coup, c'était le futur de l'Allemagne. Mais ça va être trop juste pour cet euro, donc je pense qu'il sera pas titu. Donc pour les profils devant, une dame aussi, très important à dire, à Stuttgart. Il joue dans une attaque à 2. Et c'est vraiment un attaquant d'attaque à 2 parce que c'est un pur de renard de surface, quoi. Donc tout seul avec 2-10 derrière, je suis pas sûr que ce soit un joueur qui répond présent. Donc pour moi, je le dégage aussi. Mais ça fait quand même beaucoup de noms. Müller, Nagelsmann a dit à demi-mot que c'était plus pour l'ambiance et qu'il aurait pas tant de temps de jeu que ça. On peut le dégager aussi. Donc là, il te reste ça, concrètement. T'as deux joueurs de côté pur. T'as un joueur dynamiteur, à savoir Sané, qui prend de vitesse et qui est un super dynamiteur. Un peu moins dynamiteur, mais très technique, Fourish. Très collé à la ligne, très technique. Mais derrière, t'as deux pur 10, quoi, qui. Leur meilleure position, c'est pas là. C'est deux joueurs qui jouent là. Peut-être Moussiala est plus à même de jouer sur une aile, parce qu'avec Bayern, il a dû le faire avec Müller, du coup. Mais ces deux joueurs, leur position préférentielle, c'est là. C'est dans ce L-space là. D'ailleurs, c'est inversé plutôt. Voilà, ce serait plus comme ça dans ce L-space. Mais du coup, personne ne prend ce côté-là. Heureux la feuille, on est passé au dernier chapitre, à savoir quel 11 pour l'Allemagne. Mais donc, voilà. Je pense que Fury ne sera pas titulaire parce qu'il fait partie de ces gars de Stuttgart qui sont un peu récompensés pour leur bonne saison. C'est un profil intéressant. Je sais pas son âge. Je vais regarder son âge là maintenant.
Mais je pense pas qu'il sera titulaire parce qu'il arrive trop tard, peut-être. 26 ans quand même, hein. Pour récompenser peut-être l'après. En fait, ce qu'a voulu faire Nagelsmann, et ça se voit qu'il sait pas encore quel 11 il va utiliser, c'est qu'il a privilégié les profils. Il y a très peu de profils similaires, à part Moussiala, Wirtz, et encore. Devant, t'as aucun profil similaire. Derrière, non plus, peut-être en défense. Mais ou sinon, à gauche, à gauche, c'est deux profils différents. Mittelstadt et Rome. Rome est vraiment percussion, plus un piston. Kimmich est vraiment le pur latéral droit défensif. Donc c'est assez dur hein, en vrai de catégoriser cette Allemagne. Est-ce que Nagelsmann va privilégier l'aile? Dans ce cas, tu titularises Sané, mais tu dégages un des deux, Moussiala ou Wirtz. Il est coach de l'Allemagne. Elles sont bonnes vos blagues, elles sont bonnes vos blagues. Elles seront dans le rewind. Euh, ou alors tu titularises les deux, mais alors dans ce cas-là, tu prives d'un profil super intéressant parce que t'as pas de percussion. Le problème de cette Allemagne, c'est que t'as personne pour faire des appels. T'as pas de vitesse. Si tu titularises Havertz, c'est un faux neuf, ça se marche dessus. Si tu mets ces deux-là, faut full groupe. Pour moi, ça doit être full groupe de titulaire. Moi, je partirais sur ça. Après, j'ai l'impression que l'Allemagne préfère mettre Havertz. Moi, je partirais sur ça devant. Sans même être sûr, parce que je crois que. Je sais pas. Ou alors tu dégages un milieu et tu pars sur ça. Mais dans ce cas, tu joues dans un milieu à deux. Oui, j'ai l'impression que ça va être ça aussi. Moi, j'ai l'impression que ça va flop l'Allemagne. J'ai du mal à. Il y a trop de qualité au même endroit en fait. Moussiala Wirtz, c'est très dur à faire jouer ensemble. Hein. Ce qu'on a vu dernièrement avec l'Allemagne, c'était ça. Euh, ça, devant. Et là, c'était Havertz. Ça. Le plus récent qu'on voit, c'est ça. Sané, tout ça dégage. Et derrière, Kroos et Hendrich. Et ça se casse la gueule. Ça s'est cassé la gueule, parce que t'as personne, lui il descend. Et les joueurs se marchent dessus, parce que Moussiala, c'est un intérieur. Wirtz, c'est un intérieur. Ils sont tous dans cette petite zone. Et t'as personne là. Parce que Kimmich, c'est pas le latéral qui va monter faire des efforts. Mittelstadt, pareil. Rome le fait. Rome peut le faire. Si tu mets ce 11 là, tu dois mettre Rome. C'est ça compliqué avec l'Allemagne. T'as tellement de profils, mais que quel alignement est le meilleur pour ta garantie? Moi, honnêtement, je sais généralement, je vais toujours plus simple, c'est avoir full groupe titulaire. Parce que t'as besoin de cet attaquant pivot si tu veux jouer, si tu veux dynamiser tes deux talents, à savoir Wirtz et Moussiala. Euh, donc pour moi, ce serait full groupe titulaire. Sané qui rentrerait très très souvent parce que je pense qu'un dynamiteur se ferait un bien fou à cette équipe. Rome titulaire parce que justement, vu que je sais pas Sané, je prends un autre dynamiteur. Schlotterberg central de relance. Rudiger parce qu'il n'y a rien à dire. Et Kimmich. Moi, ça serait ça à l'heure actuelle, mon Allemagne. Et au milieu, j'ai pas fait, mais Allemagne serait évidemment Kroos Gundo. Gundo qui est sur les titulaires parce qu'il est capitaine. Sa dernière compétition, tout comme Kroos. C'est annoncé à demi-mot. Donc, voilà. Après, là, ce que fait Nagelsmann, encore, pour reprendre un exemple il y a plein de profils différents, il a appelé Gross. Ça se dit Gross, c'est le mot avec le B de fou. Mais parce qu'il n'a pas de joueur de PL. Et c'est vrai que c'est malin d'appeler un mec de PL qui a cette capacité à subir des pressings, un joueur de PL, quoi. Il a une intensité que t'as peut-être pas en Bundesliga. En fait, Nagelsmann a privilégié plein de profils, mais t'as la capacité de gagner l'euro. Quand tu regardes tous les noms, l'Allemagne est favorite sur papier. T'as une bonne combinaison aussi avec les jeunes, parce que t'as Pavlovic, j'ai parlé de meilleurs, t'as des jeunes qui sont là. Mais comment tout synthétiser pour créer ce gros truc? Ça, je sais pas. Apparemment, ce qu'on partirait, ce serait un Tas Rudiger. Là non plus, je comprends pas parce que c'est une très mauvaise défense de. C'est pas des bons défenseurs de profondeur. Euh, L'Allemagne joue l'Écosse en jour 1. Là, on va avoir déjà beaucoup de réponses puisque l'Écosse est plus une attaque de profondeur avec Fraser notamment. Mais t'as du mal à gérer la profondeur. T'as une équipe de Nagelsmann. Tu veux jouer haut. T'as des joueurs pour jouer haut en plus parce que t'as Kroos, t'as Gundogan.
T'as des joueurs qui savent résister à un pressing et savoir garder la possession. T'as Gross, comme je dis sur le banc. T'as des joueurs qui savent garder le ballon. Mais attention, faut vraiment pas la perdre, quoi. Parce que t'as Rudiger, moi je partirais sur Schlotterberg qui fait une super saison avec Dortmund. Rome, Anton, je sais pas pourquoi il est appelé. Koch, pareil. C'était joueur de Bundes, quoi. Je pense que c'est pour récompenser. Anton pour récompenser sa bonne saison avec Stuttgart. Koch et Eintracht Francfort, je vous avoue, j'ai pas assez vu. Mais c'est assez compliqué. Au milieu, tu pars sur Gundogan, pardon, Kroos, Andrich, qui était même pas titulaire en début de saison avec Leverkusen et qui s'est imposé au fur et à mesure dans Leverkusen de Xavi. Ou est-ce que tu laisses le crack Pavlovic? Je sais pas. Ou alors Kimmich, tu le mets en 6. T'as dit que tu faisais jouer central et au final tu le mets en 6. Parce que tu remarques que t'as personne en 6. T'as pas appelé Goretzka qui pouvait faire ce boulot. Pourquoi? Parce que Goretzka est totalement à la ramasse dans le Bayern du Tourelle. Je sais pas. Il y a vraiment plein de questions avec Stallman. Ça va être super intéressant. Parce que soit ça se vautre, ou soit ils trouvent la recette rapidement. Et, euh, et ça va faire top. Moi je pense que l'Allemagne peut être une équipe super dangereuse si elle arrive à passer ses premiers matchs. Si l'Allemagne va en quart, pour moi l'Allemagne est gagnante. Parce que ça veut dire qu'ils vont trouver la recette. Mais pour moi elle sera en l'écart si jamais elle ne trouve pas de recette. Même en groupe, hein. Et après ils ont la chance d'avoir un groupe relativement facile, même si la Hongrie, attention. Hongrie, Suisse et Écosse, on rappelle, match d'ouverture contre l'Écosse. Après je sais plus si c'est Hongrie ou Suisse, mais c'est deux belles équipes. Même si la Suisse, on en parlera, mais c'est compliqué en ce moment. Donc voilà pour l'Allemagne. Franchement, on ne sait pas quoi faire, mais il y a de la qualité. C'est ça qui est un peu frustrant, je trouve, c'est que tu me donnes ces effectifs demain, je suis aux anges. Tu donnes tous des noms comme ça à la Belgique demain, mais je suis aux anges. Mais c'est vrai que t'en fais quoi? T'as l'impression que quoi qu'il arrive, tu vas gâcher un talent en fait. C'est ça qui est frustrant un peu avec cette Allemagne. Parce que Andrich, tu le retires, tu mets Kimmich en 6. À droite, c'est qui? Henrich? T'as l'impression que quoi qu'il arrive, tu vas gâcher un talent. Elle est très frustrante cette équipe. Mauvaise nouvelle? C'est quoi la mauvaise nouvelle? Non, je sais pas vous pensez quoi de l'Allemagne en ça. Mais voilà. Franchement, je sais pas vous dire. Ouais, qui tout double, je joue un peu pareil. En fait, pour moi, c'est une équipe qui se dépasse. Ça dépasse le quart, ça gagne. Ça dépasse pas l'écart, ça perd quoi. C'est une équipe soit qui va tomber tôt, soit gagner. Mais donc, voilà, pour Manu. Putain, quand tu vois les noms, c'est quand même triste. Hein. Parce que du côté de Nagelsmann, à ce qu'on voit, on partirait plus sur ça. Jonathan Ta. D'ailleurs, pas appelé Hummels. Moi, je peux comprendre dans le principe où tu veux jouer haut. Et c'est vrai que Hummels, si déjà tu prends Rudiger et Ta, mais alors tu vires Ta, c'est que tu te vires un attaquant de profondeur. Parce que Hummels n'est pas non plus un mec qui sait gérer la profondeur. Mais c'est un super défenseur de sa zone, Hummels. Hummels, c'est un défenseur exceptionnel dans sa zone. Tout comme Rudiger. Tu aurais pu avoir les meilleurs défenseurs de zone à l'Euro. C'est une folie. Ça aurait super. Bloc bas, Rudiger, Hummels, il n'y a personne qui passe. Hein, euh, tu veux jouer haut, ok, mais dans ce cas, pourquoi tu restes à côté de Rudiger? Rudiger, je peux comprendre parce qu'il fait des ondes de fou, il est cool et tout est titulaire. Mais t'as. Ok, il faudrait penser le Bayer Leverkusen. Mais. C'est dur, hein. À Dortmund, t'as Hummels qui est vraiment le défenseur de la zone. Et t'as Schodeberg qui s'occupe de tout ce qui est profondeur, phase avec ballon, phase de création. Là, tu vas partir à la guerre avec Ta et Rudiger. Il n'y en a aucun qui a un bon jeu balle au pied, qui sait lever la tête quand il joue au foot, qui sait faire les retours défensifs super rapidement. C'est des mecs, ils tombent contre la Belgique, tu mets Doku axial. Hein. Doku axial, De Bruyne les menace. Hein. Non, franchement, c'est assez compliqué. Après, ils ont la chance d'avoir Kimmich qui, pour le coup, est un cerveau du foot
Kimmich, c'est peut-être le joueur que j'ai le plus hâte de voir entraîneur. Parce que je pense qu'il va faire des grandes choses. Euh, Parce que, putain, le cerveau qu'il a, je pense qu'il pourrait jouer à tous les postes et réussir. Parce que là, on le voit en 6 et en défenseur droit. Mais je pense qu'il pourrait jouer à tous les postes. Middlestat qui fait une très bonne saison, toujours prometteur. Les joueurs FM le connaissent. Il a quel âge maintenant lui? Oh, 27 ans hein, quand même. Mais très bon défenseur gauche, qui je pense sera titulaire. Mais encore là aussi, c'est un défenseur gauche de 4-3-3 en fait. Donc là, le système lui profite. Mais devant, t'as pas de percussion. Ta, il est fort, mais il doit être bien accompagné. C'est un bon défenseur, Ta. Mais c'est pas un défenseur qui serait faire le taf tout seul. Et je pense pas que l'association avec Rudiger portera ses fruits. Sauf si tu dis, ok, j'accepte que j'ai des défenseurs très mauvais pour couvrir la profondeur. Je redescends toute ma ligne. Mais Nagelsmann fera jamais ça, c'est trop un entêté. Et si tu redescends toute la ligne, là je peux comprendre. Là tu pars sur ça. Hop, hop. Gundogan en position vraiment libre de joueur créatif. Dans ce cas, à ce moment-là, si tu pars libre, tu retires Indrich. Tu te dis, je mets Sané parce que tu vas jouer en contre. T'as besoin de vitesse. Et là, je comprends que tu partes avec ça. Là, je me dis, c'est logique. Assez tard. Ah, c'est un défenseur de calcul. Hein. C'est pas un défenseur qui va coller comme Rudiger sait le faire. Lui, c'est vraiment un défenseur qui va plus analyser et bloquer les zones de passe et tout. Mais encore une fois, ça reste un bon défenseur de surface, mais un mauvais défenseur de profondeur. Je comprends pas pourquoi tu. Nagelsmann prend des joueurs, titularise des joueurs pour jouer bas en jouant haut. Et c'est ça qui est fascinant. Parce que là, j'ai envie de te faire une équipe si tu veux jouer bas, hein. Pas de soucis. Hein. Alors, t'as Rudiger, c'est logique. Même si dans ce cas, tu prends Hummels. Ça. Elle est logique, hein, l'équipe. Elle est totalement logique. Hein. Mais tu veux jouer haut. Mais tu vas jouer haut, Avert, Wirtz, Moussiala. Déjà, ces trois-là, c'est de la même zone. Sané, il n'est pas parti pour être titulaire, apparemment. On parle de Gundogan en 10. Kroos et Hendrix en 6. Moi, je trouve ça assez compliqué quand même. Hein. Je sais pas, l'Allemagne, je le dis, je le répète, mais ça gagne ou ça déçoit. C'est pas une équipe qui peut disparaître. C'est pas la Belgique. La Belgique, par exemple, comme l'Italie dont on a parlé avant et je n'ai pas dit, c'est typique les équipes qui peuvent disparaître en quart de finale et neutre, tu vois. C'est pas une mauvaise compétition parce que tu es quand même arrivé en quart, on t'attendait pas plus haut, mais t'as pas surperformé, t'es arrivé là où on attendait de toi et c'est bien. L'Allemagne, j'ai l'impression que ça peut pas perdre en quart. D'ailleurs, j'ai un peu le même souci avec la France. C'est que la France, si ça gagne pas, je pense que tout le monde va tomber de haut. Mais l'Angleterre aussi. J'ai l'impression que la finale est destinée à être France-Angleterre, mais je pense qu'il y en a un des deux qui va être déçu super vite. Pour moi, ce sera les Anglais, mais il y en a un des deux qui va être déçu super vite. Mais ça, on en parlera une autre fois. On en parlera au début de l'Euro. Mais donc, voilà pour ce chapitre Allemagne. Voilà. Tout. Voilà. Alors, vous avez pensé quoi? Attendez, je me mets en nouvelle scène pour les dernières minutes. Putain, 1h30, hein? Pas mal. Vous avez pensé quoi de cette première soccer salle, les amis? Putain, la caméra est trop dégueulasse en zoomé comme ça. Non, laisse tomber. Parce que là, je pense qu'on a fait le tour des trois sélections. Euh, En réalité, voilà. Donc, dis-moi si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer. C'était vraiment une émission pilote pour voir un peu. Ce sera plus facile quand il y aura des matchs, quand on débriefera. On verra ce qui n'a pas été. On répondra à cette interrogation de l'Allemagne. Il y aura des invités. Ce sera mieux, je pense. Car en pilote, je voulais pas faire d'invités et tout. Je vais pas mettre de la pression à un mec en mode, ah, c'est la première émission et tout. Enfin, ouais, la pression. On est trois, quoi, mais sans savoir. Je m'attendais à ce qu'on soit un peu plus. Je vous avoue, je suis un peu déçu. Autant, je m'attendais pas. Au fur et à mesure de l'Euro, je m'attendais pas à stats. Genre, je m'attendais à une moyenne de 5 spectateurs, on va dire, tout du long. Mais au début, je m'attendais à une petite dizaine. Parce qu'en plus, l'engouement a pris. Donc, je suis assez déçu. Mais merci à ceux qui sont là. Merci d'être passés, même, parce qu'il y en a pas mal qui sont passés, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça a beaucoup changé de spectateurs. Mais voilà, après, l'horaire est pas favorable. Dimanche 20h. L'Italie joue. La France joue. Enfin, la France va jouer, ou a commencé maintenant. Mais je sais que l'horaire est pas favorable.
Il y avait les votes. D'ailleurs, j'ai pas vu du tout les résultats. Mais voilà, voilà. Merci pour dire que c'était sympa le concept. On se recapte assez vite. Max samedi, de toute façon, samedi, je refais un live peut-être avant. React, résultat des votes. Je sais pas si j'ai le temps. Attends. Attends, alors je sur la scène Italie, je me permets. Euh... Est-ce que si tu tapes vote Belgique, j'ai tout? Ça, c'est le Parlement européen. Ah ouais. Ah mais la Libre, ils font payer. Ah, alors. Ils font pas payer. Ah, t'as une comparaison avec 2019, ça c'est cool. Alors, ça c'est où ça? Bruxelles. MR première à Bruxelles, c'est pas si étonnant. PS, PTB. C'est ça le trio? Écolo qui se pète la gueule, hein. C'est une folie, Écolo. Défi, on s'y attendait, mais Écolo, engagé qui gagne un peu. Ça c'est cool. Euh, Le MR, ça monte quand même fort, hein. PS, j'ai l'impression que chaque année ça stagne. Euh, PTB, ça gagne pas mal. Après PTB cette année, j'ai pas envie de faire de la politique ou quoi sur ma chaîne Twitch. Enfin, dire mon avis en tout cas. Mais PTB, je pense que c'est un peu comme l'Allemagne, quoi. S'ils réussissent pas durant leur mandat, enfin leur mandat, on peut pas parler de mandat en Belgique, mais durant la période où ils seront au-dessus, s'ils vont au siège, hein, s'ils font pas les comme d'habitude, les mal aimés à refuser, soit ils vont performer, dans ce cas-là, ils vont rester dans le gouvernement tout le temps, ou soit ça va se casser la gueule, ça va très trop descendre. C'est un parti ça, BE? Et chez nous? Ah, mais c'est à Bruxelles, il a pas chez nous. Wallonne. MR? Ah ouais, le MR en Wallonie? Chaud. Engagé? Waouh. Donc là, on serait sur un MR engagé? Ça fait vachement Macron, hein, MR engagé. Centre-droite, quoi. MR engagé. Putain, les engagés à Florenville, c'est à côté de chez moi. Hein. Les engagés ont quand même, ce sera les gros gagnants de cette année, hein. C'est une folie. PTB. Je pensais que PTB allait être au-dessus de PS. C'était mon pari. Chez nous, 2,6. Ça fait peur, hein. Ça fait peur de se dire qu'il y a déjà 2,6% de la population qui. Euh, Chez Flamand, NVA devant Blasbolong. Surprenant. Ouais, mais Défi, le parti, il va disparaître, non? C'était pas ça l'histoire, Défi? S'ils ont pas de siège, ils disparaissent, normalement. Moi, c'est ce que j'avais entendu dans les bureaux. Euh, Et l'Europe, ça dit quoi? Parce que là, je trouve qu'il n'y a rien de surprenant. Enfin, si le MR devant le PS, c'est surprenant. Enfin, surprenant. Je pense qu'on pouvait s'y attendre. Mais la grosse surprise, en soi, c'est les engagés, hein. Et Écolo, peut-être qui chute. Vraiment. Écolo pourrait être dans l'opposition. Ça, c'est fou. C'est quand la dernière fois qu'Écolo était dans l'opposition? Ah putain, on a ça, c'est cool. Parti en tête. Les engagés en tête. Ah, dans le numéro. Bah ouais, numéro 1. Ah, chez les germanophones. Marrant. Ah ouais, il y a vraiment plus d'engagés que de PS, hein. Eh putain, ma commune, ça dit quoi? Moi, c'est Florène. Pas encore de résultats. Non, c'est Fausse-la-Ville. Attendez. Non, moi, c'est Walcourt. PS, MR, PTB. Ouais, on est resté bloqué en 2019. On est en 2019, en gros. Et nous, c'est full PTB. Le rouge, c'est PT. Mais rouge, c'est marqué PS, là. Un PTB.
Là, ça met PS, hein. À Dour, c'est le PS. Choix des coalitions. On peut déjà choisir? Oh, trop bien. Bah, c'est le MR gagne, le MR. MRPS, de toute façon, pour moi, ça doit toujours être dans les coalitions, le MRPS. J'ai l'impression que ça n'existera jamais, Belgique, sans ces deux-là. Du coup, les engagés gagnent, hein. En soit 15. Putain, ce qui fait peur, c'est que t'es obligé de prendre l'extrême droite, j'ai l'impression. C'est à partir de combien de sièges que tu peux composer ton gouvernement? Putain, OpenVLD, c'est bien cassé la gueule aussi. Euh... En soi, le PTB, tu dois le prendre. Pour moi, tu dois prendre par-ci là, mais ça fait trop wallon. Enfin, un PBDA, tu vas me dire. Non, flamand, tu prends Woureuil, t'essaies d'élever, hein. Là, t'as à moitié. Pour moi, l'extrême droite, elle ira pas dans les sièges. Je pense pas que ça sera cette année. J'ai plus peur pour les prochaines années que cette année. Euh... 89, c'est bon, hein. Parce que je suis sensiblement d'accord au fait que Écolo soit dans l'opposition, parce que Écolo, quand tu regardes leurs idées, en fait, si t'as le PS, t'as pas besoin d'Écolo, quoi. Inversement aussi, mais je trouve pas de grosse différence. Défi, je comprends rien. Défi, tu prends rien, leur parti, c'est trop drôle. Groen. Après, là, il y a peu de flamands. Mais il y a plus de wallons que de flamands. Ah, je sais pas, OpenVLD peut-être qu'on rajoute. Je sais pas, hein. Les partis flamands, le problème c'est que je m'y connais vraiment pas assez. Mais voilà. De toute façon, parce que là on a des résultats comme ça. Mais en soi, on aura les. On saura qui est. Les sièges et tout ça, on en sera plus dans facile 2 3 semaines, hein, tant que tout le monde se mette d'accord. Et encore, je suis gentil. Mais ouais. Ah, peut-être les élections européennes, allez voir vite fait. Ça, c'est super intéressant. Les gens nient, mais je trouve ça limite plus intéressant que les élections d'un pays parce qu'on est tellement dépendant de l'Europe. Euh... Ouais, mais je peux voir les pays. Barre de Weber, Premier ministre. De Des élections législatives. Quoi? Ah, les Italiens. Pas surpris. Ah putain, sérieux? Ça, c'est une folie, hein. Bardella, je comprends pas parce que en débat, on l'a vu se faire allumer dans tous les sens. Mais tout. Je comprends pas comment Bardella peut être élu. Vraiment, hein. Parce que même le parti, quand tu vois que ton mec, il défend mal ton parti, parce qu'il. Enfin, tous les arguments, il a jamais su répondre. Il va pas. On les a tous vus. Moi, je sais pas, mais. Ouais, mais même. Ouais, Kayov, ça lui a fait une bonne pub. Mais les gens sont cons. Enfin, Bardella, pour moi c'est vraiment la preuve qu'il y a des cons. Parce que je comprends pas comment on peut voter pour ce mec. Parce que il y a des mecs extrême de droite. Bah, Vlaams Belang. J'ai plus le nom du président de Vlaams Belang. Mais dans la com, c'est super intelligent, etc. etc. Tu peux. Euh... Zemmour, il sait faire parler de lui, mine de rien, tu vois. Il sait faire parler de lui. Quand il parle et tout, t'écoutes. Mais Bardella, je comprends pas comment on peut voter pour lui à part les trucs de il est beau, quoi, tu vois. Non, Bardella, vraiment, c'est chaud. Et le parti animaliste, t'as dit quoi? Ouais, Tom Van Grieken. En Hongrie. Ah putain, c'est marrant. Ah ouais. Donc l'extrême droite lâche un peu la Hongrie. Incroyable. Ouais, en Allemagne, l'extrême droite monte. L'Europe, ça fait vraiment peur, hein. Ah merde. Donc même l'Espagne a galéré?
Quoi? Quoi? C'est une folie ça. Donc là, il y a un mec, c'est un youtubeur en Chypre. Candidat indépendant en plus. J'aurais été tout seul sur la liste. Eh ben, ok, ok. Oh, la Finlande, gauche. Danemark. Il y aura des écolos quand même. Il y a un endroit où les écolos ont gagné. C'est au Danemark. Non, par contre, l'Europe, ça fait peur. Moi, je vous le dis parce que je m'en fous. À l'Europe, j'ai voté les engagés. Parce que je pense que si tu veux mettre tout le monde d'accord, malheureusement, enfin, malheureusement, non, il faut un parti du centre, tu vois. Et je pense que le mieux serait que tous les pays d'Europe aient un truc du centre pour l'Union Européenne, tu vois. Ouais, ça m'a fait rire. Mais tu vois, genre, je pense pas que c'est avec un extrême que tu résous la question de l'Europe, parce que déjà, les extrêmes sont anti-Europe, par définition. Donc moi, j'ai pris engagé. Après, pour ma commune et tout, j'ai pas voté engagé parce que. Je sais pas. En fait, il y a des trucs que j'aime. En fait, les engagés, je travaillais chez eux, en plus très sympa et tout, tu vois. Je suis d'accord avec la plupart des idées de leur parti. Mais euh, le truc, c'est que, en fait, j'ai envie qu'ils soient importants dans le Parlement. Genre qu'ils aient une voix, mais pas qu'ils décident de tout et que les autres peuvent rien faire, tu vois. Je veux qu'ils le roi compte, parce qu'il y a des vraies idées intéressantes, mais je veux pas qu'ils soient seuls. Je veux pas une majorité absolue, quoi. Et je savais que les sondages, tout que, qu'ils étaient censés être dans le gouvernement. Pas autant, tant mieux, parce que je pense que de toute façon, ce sera pour eux dans 5 ans, du coup. Mais voilà. Je suis content, franchement. Mon gouvernement de rêve, ça serait MRPS les engagés, tu vois. Ça reste centre. Je pense que MR a quelques bonnes idées, comme dans tous les partis. Mais on doit virer à gauche avec un peu de MR seulement. Et le MR dans les bons trucs, pas dans l'éducation, déjà. MR plus pour les entreprises, quand tu regardes pour les entreprises, ils ont une vraie idée derrière. Mais sinon, PS, PTB aussi serait le top. Mais le problème du PTB, c'est qu'ils sont chiants. Le problème du PTB, c'est qu'ils sont. En fait, ils aiment bien ne pas être au pouvoir. C'est ça le principe du PTB, c'est que le jour où ils sont au pouvoir, moi je suis très curieux. Parce que comme j'ai dit, soit ça va se casser la gueule, soit ça va être très cool. J'ai dit que je parlais pas politique, je parle pas politique. Mais PTB, ça va être qui tout double. Ouais, c'est ça, ils aiment. En fait, le PTB, t'as l'impression que soit ils ont le pouvoir absolu, donc ils dépassent les 50%, ou soit ils vont pas au siège. Dans ce cas-là, en gros, ils veulent vraiment une dictature, entre guillemets, les seuls à décider, tu vois. Donc, je sais pas. J'ai du mal un peu avec le PTB sur certains aspects. Pour écolo, je m'en fous parce que c'est le PS en moins bien, je trouve. C'est un PS plus restrictif parce que s'il y a du gaspillage et tout, c'est de ta faute, pas de la faute des grandes entreprises. Elles ont rien à se reprocher. C'est surtout ça qui m'inquiète avec écolo. Euh, et voilà, sinon après les partis flamands, je les connais vraiment pas assez. Mais bon, par exemple, NVA versus Boulogne, je vois pas la différence entre les deux, honnêtement. Mais voilà. De toute façon, on sera quoi dans 4 5 semaines, à mon avis. Mais voilà. Moi, je vais vous laisser là, parce que j'ai une soirée quand même. Mais voilà. Merci d'être passé. J'espère que vous avez kiffé passer ce moment avec moi sur Cursal la première, tout au long de l'Euro. Si j'ai le temps cette semaine, il y aura peut-être une petite aussi, un peu comme aujourd'hui, qui a finalement duré 1h40. Ouais, c'est centré avec le Hanvelang. Pour moi, c'est le même, hein. C'est comme le FN et Reconquête en France, quoi. Le Flamsbelang a juste servi à faire passer la NVA pour des gentils. Alors que c'est tous les deux extrême droite, c'est tous les deux mauvaises idées. Les deux se valent. Non, du coup, peut-être que dans la semaine, si j'ai le temps, j'essaye de faire un soccer salle centré Copa América
et qualif africaine et Asie pour la Coupe du Monde. Parce qu'elles ont lieu là durant la trêve internationale, du coup. Et une petite preview de la Copa América. Parce que mine de rien, cette année, elle est marrante, elle est aux États-Unis. Et il y a beaucoup d'invités. Enfin, ils ont réuni les Amériques, quoi. Donc voilà. Et peut-être parler de la Belgique ou quoi. Ah, mais profite, Venise. Tu vas payer la taxe des touristes, là. C'est quoi? C'est 5 euros, c'est ça? 5 € par jour? Alors, c'est pas encore mis? Mais ils vont faire payer une taxe aux touristes maintenant à Venise. Je crois que c'était 5 € par jour. Mais profite, ça doit être beau. C'est un des rares coins en Italie que j'ai jamais fait. Et franchement, ça doit être beau. Mais voilà, voilà. Ok, la nationalité. Putain, faut que je prenne ma nationalité. Ok, merci du tips. Je peux, moi. Ma grand-mère vient d'Italie, normalement, je peux. Bon, allez. Je vais vous laisser sur ce magnifique dessin beat, selon Dylan. Merci d'être passé. Et tchuss, on se revoit sur les réseaux et tout ça, de toute façon.